La jeune prisonnière a dit « Je parle 11 langues ». Le juge a ri, mais a vite été choqué. Léa Lefebvre restait silencieuse pendant que le greffier lisait les accusations contre elle au tribunal de Paris. La jeune fille de 22 ans avait été arrêtée pour falsification de documents d'identité. Une affaire qui semblait simple pour le juge Jean-Pierre Bertrand, vétéran de 40 ans de carrière. C'est lorsque le procureur a mentionné que l'accusé avait créé de fausses identités en utilisant différentes nationalités que Léa a relevé la tête et a dit d'une voix ferme qu'elle parlait 11 langues couramment. Le juge Jean-Pierre a éclaté d'un rire qui a résonné dans tout le tribunal. « Mademoiselle, ici ce n'est pas un cirque pour faire des numéros », a raillé le magistrat, provoquant des rires étouffés dans l'assistance. « Restons-en aux faits du dossier. » Léa a gardé le regard fixé sur le juge sans montrer aucune gêne. Ses mains menottées reposaient sur la table de la défense, mais sa posture dégageait une dignité qui contrastait avec l'uniforme orange qu'elle portait. « Votre honneur, je peux le prouver », a-t-elle répondu calmement. L'avocat de la défense, Maître Lambert, un homme noir de 60 ans qui avait accepté l'affaire pro bono, a touché doucement le bras de Léa pour qu'elle reste tranquille. Il savait que provoquer le juge Jean-Pierre ne serait pas une bonne stratégie. « Votre honneur, ma cliente souhaite simplement clarifier les circonstances qui l'ont amenée à commettre le délit », est intervenu Maître Lambert. « Les circonstances sont très claires, Maître Gauthier », a rétorqué le juge en ajustant ses lunettes. « Votre cliente a falsifié des documents. Point final. » Léa s'est levée, ignorant le regard d'avertissement de son avocat. Elle a commencé à parler en japonais, avec une prononciation parfaite, récitant ce qui semblait être un texte juridique. Le tribunal est resté silencieux. Ensuite, elle est passée au mandarin puis au coréen. Le juge Jean-Pierre a cessé de sourire. 40 ans de carrière lui avaient appris à reconnaître quand quelqu'un essayait d'impressionner le tribunal, mais cette jeune fille démontrait une maîtrise linguistique authentique qu'il avait rarement observée. « Continuez », a-t-il dit, d'une voix plus sérieuse. Léa est passée à l'anglais, puis au français, à l'allemand, à l'italien, à l'espagnol, au russe et à l'arabe. Enfin, elle a surpris tout le monde en parlant en hébreu et en concluant en français avec un accent parisien parfait. Le silence dans le tribunal était absolu. Même la procureure Catherine Marchand, connue pour sa rigueur, semblait impressionnée par la démonstration. Le juge Jean-Pierre s'est éclairci la gorge, essayant de traiter ce qu'il venait de voir. « Comment une jeune fille de 22 ans apprend-elle à parler 11 langues ?» a-t-il demandé, sincèrement curieux. « Votre honneur, c'est ainsi que j'ai survécu », a répondu Léa. « J'ai été élevée dans différents endroits. J'ai toujours dû m'adapter à de nouvelles langues pour trouver du travail et étudier. » Maître Lambert a réalisé que c'était l'occasion qu'il lui fallait pour humaniser sa cliente devant le tribunal. Il s'est levé et a demandé la permission de poser quelques questions à Léa. « Mademoiselle Lefebvre, pouvez-vous nous dire où vous avez appris ces langues ? Je suis né en France, mais mes parents m'ont envoyé au Japon à l'âge de 5 ans pour vivre avec ma grand-mère. Quand elle est décédée, je suis allé en Chine vivre chez des cousins éloignés. Ensuite, je suis allé en Corée, aux États-Unis. J'ai toujours été ballotté de famille en famille. » Le juge Jean-Pierre s'est penché en avant sur sa chaise. Quelque chose dans l'histoire de la jeune fille éveillait une étrange familiarité, mais il n'arrivait pas à identifier quoi. « Et pourquoi avez-vous falsifié les documents ?» a poursuivi l'avocat. Léa a regardé directement le juge avant de répondre. « Pour aider d'autres personnes comme moi, des gens qui avaient besoin d'une seconde chance, mais que le système refusait. Cela ne justifie pas le crime. » est intervenue la procureure Catherine. « Je sais que j'ai eu tort », a admis Léa. « Mais quand on voit des enfants séparés de leur famille juste parce qu'ils n'ont pas les bons papiers, quand on voit des gens honnêtes expulsés vers des pays où ils n'ont jamais vécu, parfois la loi ne suffit pas. » Le juge Jean-Pierre sentit une oppression dans la poitrine. Les paroles de Léa résonnaient en lui comme quelque chose qu'il essayait d'oublier depuis de nombreuses années. Il déclara une suspension d'audience de 15 minutes et se retira dans ses appartements. Chers auditeurs, si vous aimez l'histoire, profitez-en pour laisser un like et surtout vous abonner à la chaîne. Ça aide beaucoup ceux qui débutent. Maintenant, on continue. Seul dans son bureau, Jean-Pierre s'approcha de la fenêtre qui donnait sur le centre animé de Paris. À 63 ans, il était devenu un juge respecté,
Mais il portait un poids que personne ne connaissait. 20 ans plus tôt, il avait pris une décision qui avait changé le cours de nombreuses vies, y compris la sienne. Léa restait assise dans la salle d'audience, observant les gens qui parlaient à voix basse. Son avocat essayait de la rassurer, mais elle savait que sa situation était délicate. Ce n'était pas la première fois qu'elle se retrouvait devant un tribunal, mais quelque chose chez ce juge attirait son attention. « Maître Lambert, je peux vous poser une question ?» murmura-t-elle. « Bien sûr, Léa. Le juge Jean-Pierre a toujours travaillé ici à Paris. » L'avocat réfléchit un instant. « Non, il est arrivé de Marseille il y a une vingtaine d'années. Pourquoi demandez-vous cela ?» Léa ne répondit pas, mais quelque chose commençait à se former dans son esprit. Un souvenir vague, presque effacé par le temps, d'une voix similaire à celle du juge. Quand l'audience reprit, le juge Jean-Pierre semblait plus concentré mais aussi plus tendu. Il demanda à voir les faux documents que Léa avait créés. À mesure qu'il les examinait un par un, son expression devenait plus grave. « Mademoiselle Léa, ces documents sont extrêmement bien faits. Où avez-vous appris des techniques aussi sophistiquées ? Dans une précédente prison, votre honneur. J'ai passé 6 mois dans une pénitencier à Marseille quand j'avais 18 ans. Là-bas, j'ai rencontré des gens qui m'ont appris des choses. » Le juge Jean-Pierre avala difficilement. Marseille. La ville qu'il essayait d'oublier, l'endroit où tout avait commencé à mal tourner dans sa vie personnelle. « Pourquoi étiez-vous incarcéré à Marseille ?» Léa hésita. C'était une partie de son histoire qu'elle préférait taire, mais elle savait que la vérité était sa seule chance. « Je cherchais quelqu'un, un homme qui pourrait être mon père. Je me suis finalement impliqué avec des mauvaises personnes pendant cette recherche. Et vous avez trouvé cet homme ? » « Non, » répondit-elle avec tristesse dans la voix. « Mais je n'ai jamais arrêté de chercher. » Le juge Jean-Pierre sentit ses mains trembler légèrement. Il dissimula en buvant une gorgée d'eau et essaya de garder la contenance professionnelle qu'il avait toujours caractérisée. « Maître Lambert, votre cliente a-t-elle autre chose à déclarer sur l'affaire en question ? Votre honneur, je voudrais appeler un témoin qui peut éclaircir les motivations de ma cliente. Procédez. » Un homme âgé, aux cheveux blancs et au dos courbé par le temps, entra dans la salle d'audience. Il s'agissait de M. Arthur Lefebvre, 78 ans, qui avait élevé Léa pendant quelques années de son adolescence. « Monsieur Arthur, pouvez-vous nous parler de Léa ?» Le vieil homme regarda la jeune fille avec affection avant de répondre. « Léa est arrivée chez moi quand elle avait 15 ans. Elle était seule, sans papier, parlant seulement japonais et français. Ma femme et moi l'avons accueillie. Et comment a-t-elle appris les autres langues? Elle a un don spécial. En 6 mois, elle parlait déjà japonais mieux que beaucoup de natifs. Ensuite, elle a commencé à étudier d'autres langues toute seule, disant qu'elle devait apprendre pour retrouver sa famille. » Le juge Jean-Pierre l'interrompit. « Savez-vous quelque chose sur la famille biologique de Léa ?» Monsieur Arthur soupira profondément. « Je sais certaines choses, oui. Léa m'a raconté qu'elle avait des souvenirs très vagues de son enfance. Elle se souvenait d'un homme qui lui parlait en français, qui portait des vêtements élégants et qui sentait toujours une eau de Cologne particulière. » Léa se tourna pour regarder le juge, qui était devenu visiblement pâle. Elle remarqua qu'il portait une eau de Cologne à l'arôme très caractéristique, qu'elle avait perçue depuis le début de l'audience. « Continuez, monsieur Arthur, » dit maître Lambert. Elle se souvenait aussi d'une chanson que cet homme lui chantait pour l'endormir. Une vieille chanson des années 80, et elle se souvenait qu'il disait travailler à aider les gens à résoudre des problèmes. Le cœur du juge Jean-Pierre s'emballa. Il connaissait bien la chanson que le vieil homme mentionnait, car c'était la même qu'il chantait à sa fille tous les jours 20 ans auparavant. « Quelle était cette chanson ?» demanda-t-il, la voix étranglée. Monsieur Arthur regarda Léa, qui fit un signe de tête affirmatif. Le vieil homme commença à fredonner une mélodie douce. « Ah, vous dirais-je, maman, comme je voudrais savoir ce que tu fais là-haut dans le ciel, si loin de moi. » Le juge Jean-Pierre ferma les yeux un instant. Ce n'était pas une chanson quelconque, c'était la version personnalisée qu'il avait créée pour sa fille, modifiant les paroles traditionnelles pour y inclure des mots japonais qu'il avait appris pendant une période où il avait travaillé avec des immigrants asiatiques. « Monsieur le juge, tout va bien ?» demanda la procureure Catherine Marchand, remarquant la pâleur du juge. « Oui, oui. Continuez la déposition. » Monsieur Arthur poursuivit. « Léa disait toujours qu'elle allait trouver cet homme un jour.
C'est pour ça qu'elle a appris tant de langues. C'est pour ça qu'elle a étudié le droit par elle-même. C'est pour ça qu'elle voulait aider d'autres personnes dans des situations similaires à la sienne. Léa se leva de nouveau, cette fois les larmes aux yeux. « Monsieur le juge, puis-je vous poser une question ?» Le juge Jean-Pierre savait qu'il entrait en terrain dangereux, mais il ne put refuser. « Allez-y. »« Avez-vous eu une petite fille, il y a une vingtaine d'années ?» Le silence dans le tribunal était assourdissant. La procureure Catherine Marchand se leva pour protester, mais le juge fit un geste pour qu'elle reste silencieuse. « Pourquoi demandez-vous cela ? » « Parce que j'ai des souvenirs fragmentés d'un homme qui m'emmenait aux zoo de Marseille tous les samedis. Un homme qui m'a appris à compter jusqu'à 10 en japonais. Un homme qui a promis qu'il ne m'abandonnerait jamais. » Le juge Jean-Pierre sentit le monde tourner autour de lui. 20 ans de culpabilité, 20 ans de regrets, 20 ans à chercher une fille qu'il avait perdue à cause de ses propres mauvais choix. « Léa, quel âge aviez-vous quand vous êtes parti pour le Japon ? » « 5 ans, monsieur le juge. Et avant cela, je vivais à Marseille avec ma mère française et un homme que j'appelais papa, mais qui a disparu de ma vie du jour au lendemain. » Maître Lambert perçut que quelque chose d'extraordinaire se passait, mais en tant qu'avocat expérimenté, il savait qu'il devait mener la situation avec prudence. « Monsieur le juge, je suggère que nous fassions une autre suspension d'audience afin de pouvoir éclaircir ces questions qui, bien que personnelles, peuvent avoir de l'importance pour l'affaire. » Le juge Jean-Pierre acquiesça de la tête, incapable de former des mots. Il se retira de nouveau dans ses appartements, cette fois suivi par le greffier qui apportait quelques documents du dossier. Seul Jean-Pierre ouvrit un tiroir secret de son bureau et sortit une vieille photo jaunie. C'était une image de lui-même, 20 ans plus jeune, tenant une petite fille asiatique dans ses bras, devant le zoo de Marseille. Au dos de la photo, une date et quelques mots écrits à la main. « Léa et papa, dernier samedi ensemble. » Ses mains tremblaient tandis qu'il tenait la photographie. Il se souvenait parfaitement de ce jour. C'était samedi, et comme d'habitude, il était allé chercher Léa chez Sophie, sa mère, pour passer la journée ensemble. Ils étaient allés au zoo, avaient mangé de la barbe à papa, et Léa avait été enchantée par les singes. À cette époque, Jean-Pierre était un jeune avocat ambitieux, récemment séparé de sa première femme. Il s'était impliqué avec Sophie Lefebvre, une immigrante japonaise qui travaillait comme traductrice. Quand Léa est née, Jean-Pierre a promis qu'il serait un père présent, même s'il n'avait pas épousé Sophie. Pendant 3 ans, il a tenu sa promesse. Tous les samedis avec Léa, il aidait pour les dépenses, apprenait quelques mots de français pour parler avec la petite. Mais ensuite est venue l'opportunité de travailler à Paris, dans un cabinet d'avocats prestigieux. Sophie lui avait demandé de l'emmener, elle et Léa. Jean-Pierre a promis que oui, qu'il s'installerait d'abord et qu'il les ferait venir ensuite. Mais la nouvelle vie dans la capitale, avec de nouveaux amis, de nouvelles ambitions et finalement une nouvelle petite amie, a rendu les visites à Marseille de plus en plus rares. D'abord un samedi sur 2, puis une fois par mois, puis seulement des appels téléphoniques. Jusqu'au jour où, ayant enfin décidé de retourner à Marseille pour chercher Léa, il a découvert que Sophie avait tout vendu et était retournée au Japon avec sa fille. Jean-Pierre avait tenté de les retrouver, mais ses tentatives avaient été contrecarrées par la bureaucratie et surtout par sa propre lâcheté. Au fond, une partie de lui s'était sentie soulagée de ne pas avoir à gérer la responsabilité d'être père. Il construisait une carrière, voulait se concentrer sur son avenir professionnel. Avec les années, la culpabilité a grandi. Jean-Pierre s'est remarié, mais n'a jamais réussi à avoir d'autres enfants. Sa deuxième épouse, Isabelle, connaissait l'existence de Léa, et cela avait été source de nombreuses disputes entre eux. Finalement, ils ont aussi divorcé. Maintenant, à 63 ans, seul et professionnellement accompli, Jean-Pierre se retrouvait enfin face à la fille qu'il avait abandonnée. Et elle était emprisonnée, accusée de crimes qui avaient probablement surgi de sa quête désespérée d'une famille qu'il avait brisée. Chers auditeurs, si vous aimez l'histoire, n'hésitez pas à laisser un like et surtout à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup, nous qui débutons. Maintenant, continuons. Quand le tribunal a repris, le juge Jean-Pierre semblait avoir vieilli de 10 ans. Sa posture était plus voûtée et ses mains tremblaient légèrement en tenant les dossiers de l'affaire. « Mademoiselle Léa,
Avant de poursuivre le jugement, je dois vous poser quelques questions d'ordre personnel. Si vous préférez, vous pouvez refuser d'y répondre. » Léa regarda directement le juge dans les yeux. Il y avait quelque chose de familier dans ce regard, quelque chose qui éveillait des souvenirs confus de sa petite enfance. « Vous pouvez demander votre honneur. Vous souvenez-vous du nom de votre mère ? Sophie Lefebvre. Et a-t-elle jamais mentionné le nom de l'homme que vous appeliez votre père ?» Léa hésita. C'était une question qu'elle avait souvent posée à sa mère au fil des ans, mais Sophie changeait toujours de sujet, disant simplement que c'était un homme bon qui avait choisi de suivre un autre chemin. Elle ne m'a jamais dit son nom complet, mais je me souviens qu'elle l'appelait JP. Le juge Jean-Pierre ferma les yeux. JP était le surnom affectueux que Sophie utilisait pour lui, une version raccourcie de Jean-Pierre qu'elle avait inventée au début de leur relation. « Léa, aimeriez-vous savoir pourquoi vous avez choisi de falsifier spécifiquement des documents d'identité pour aider des familles séparées ?» La question prit Léa par surprise. C'était une connexion qu'elle-même n'avait jamais faite consciemment. « Je pense que c'est parce que je sais ce que c'est que de grandir sans savoir d'où l'on vient. Je sais ce que c'est que d'avoir une identité fragmentée, d'être un peu de chaque endroit où l'on a vécu, mais de n'appartenir complètement à aucun endroit. Et quand vous avez décidé de chercher votre père, qu'espériez-vous trouver ? J'espérais trouver des réponses. J'espérais comprendre pourquoi il m'avait abandonné. J'espérais qu'il aurait une explication qui ait du sens. » Maître Marc se rendit compte que le jugement avait pris un tour très personnel, mais il remarqua aussi que la procureure Catherine ne faisait pas d'objection. Elle aussi semblait comprendre que quelque chose de plus grand se jouait ici. « Que votre honneur, intervint Léa. Puis-je vous poser une question ? Allez-y. Pourquoi posez-vous ces questions ? Ont-elles un rapport avec mon crime ? » Jean-Pierre savait que l'heure de vérité était arrivée. Il pouvait continuer à faire semblant d'être simplement un juge faisant son travail, ou bien avoir le courage qui lui avait manqué 20 ans plus tôt. « Léa, je dois me déclarer incompétent pour juger cette affaire. »« Pourquoi, votre honneur ?»« Parce que je connais personnellement l'accusé. » Le murmure dans le tribunal fut immédiat. La procureure Catherine se leva. « Monsieur le Président, d'où connaissez-vous la prévenue ?» Jean-Pierre prit une profonde inspiration. C'était la décision la plus difficile de sa carrière, mais aussi la plus importante de sa vie. « Je suis Jean-Pierre Bertrand. Il y a 20 ans, j'étais un jeune avocat à Marseille. Je vivais avec Sophie Lefebvre et j'aidais à élever sa fille, Léa. » Le silence dans le tribunal fut absolu. Léa sentit ses jambes flageoler et dut s'appuyer sur la table. Maître Lambert lui saisit le bras pour la soutenir. « Léa, je suis l'homme que vous cherchiez. J'étais votre père. » Les larmes commencèrent à couler sur les joues de Léa, mais elle n'émit aucun son. 20 ans de recherche, 20 ans de questions sans réponse, 20 ans d'abandon venèrent de trouver leur dénouement à l'endroit le plus improbable possible. « Votre honneur, » dit la procureure Catherine, la voix serrée, « je crois que nous devons suspendre ce procès et confier l'affaire à un autre juge. »« Je suis d'accord, » répondit Jean-Pierre. « Mais avant, je voudrais dire quelques mots pour qu'il soit consigné au dossier. » Il se leva de son siège, sortant symboliquement de sa position d'autorité pour parler en tant qu'homme, en tant que père. « Léa, je sais qu'aucun mot ne peut compenser 20 ans d'absence. Je sais qu'aucune explication ne peut justifier l'abandon. Mais je veux que tu saches qu'il ne s'est pas passé un seul jour en 20 ans sans que je pense à toi. » Léa parvint enfin à parler. « Pourquoi ? Pourquoi es-tu parti ? » « Parce que j'étais un lâche. Parce que j'ai privilégié mon ambition professionnelle au-dessus de ma responsabilité de père. Parce que quand ta mère a décidé de rentrer au Japon, j'ai pensé qu'il serait plus facile de vous laisser partir que d'assumer la difficulté d'être une famille. Et après ? Pourquoi ne m'as-tu jamais cherché ? Parce que plus le temps passait, plus c'était dur. D'abord, j'ai cru qu'il valait mieux pour toi grandir sans un père absent. Ensuite, quand j'ai réalisé mon erreur, j'ai pensé qu'il était trop tard. J'ai eu peur que tu me haïsses. » Léa se leva et s'avança lentement jusqu'au banc des juges. Les agents de sécurité du tribunal s'agitèrent, mais Jean-Pierre fit un geste pour qu'il n'intervienne pas. « Je ne te hais pas, » dit-elle, plantée devant lui. « J'ai passé toute ma vie à essayer de comprendre ce que j'avais fait de mal pour que tu m'abandonnes. Tu n'as rien fait de mal, Léa. L'erreur est entièrement de mon côté. Tu étais une enfant parfaite, intelligente, affectueuse. Le problème, c'était toujours moi.
Je me souviens quand tu me chantais « Ah !» vous dirais-je maman, pour m'endormir. Je m'en souviens aussi. Je me souviens des samedis aux eaux. J'ai les photos de ces jours-là. Je me souviens que tu m'avais promis de ne jamais me quitter. Jean-Pierre ne put répondre. Les larmes coulaient librement sur son visage, 20 ans de regrets trouvant enfin leur exutoire. La procureure Catherine s'approcha d'eux. « Je crois que nous devons vous laisser du temps pour digérer cette situation. Le procès sera ajourné indéfiniment jusqu'à ce qu'un nouveau juge soit désigné. »« Non, » dit Léa, surprenant tout le monde. « Je veux que le procès continue. »« Léa, » dit son avocat, « vous avez le droit de demander le renvoi de l'affaire. Je sais, mais je sais aussi que j'ai commis un crime. Le fait d'avoir retrouvé mon père ne change rien. » Jean-Pierre regarda sa fille avec un mélange de fierté et de tristesse. Même dans cette situation extraordinaire, Léa conservait son intégrité morale. « Maître Lambert a raison, Léa. Il serait inapproprié que je juge votre affaire. Alors vous pouvez... Tu peux te déclarer officiellement récusé et ensuite on peut parler ?» C'était la première fois en 20 ans que Léa l'appelait directement, sans utiliser « Monsieur le juge ». C'était un petit pas vers une réconciliation qui semblait impossible, quelques heures plus tôt. Bien sûr. Faisons cela. Le procès fut officiellement suspendu. Jean-Pierre se déclara récusé et demanda que l'affaire soit transférée à un autre magistrat. Mais avant de quitter le tribunal, il demanda à parler en privé avec Léa. Ils se retrouvèrent dans une petite salle réservée du tribunal, accompagnés seulement de Maître Lambert, que Léa avait demandé de rester comme témoin. « Léa, j'ai besoin que tu saches certaines choses avant que nous parlions de toute possibilité de tenter de reconstruire une quelconque relation. Vous pouvez parler. D'abord, je veux payer un meilleur avocat pour toi. Maître Lambert est excellent, mais tu as besoin de la meilleure défense possible. »« Je n'accepte pas, » dit Léa fermement. « Pourquoi ? Parce que je ne veux pas que tu essaies d'acheter mon pardon. Si nous devons avoir une quelconque relation, elle doit être honnête, sans argent au milieu, sans faveur spéciale. » Jean-Pierre sourit pour la première fois depuis le début de l'audience. La forte personnalité de Léa lui rappelait beaucoup celle de Sophie. « Deuxièmement, je veux que tu saches que ta mère n'est pas coupable de tout ce qui est arrivé. Quand elle a décidé de retourner au Japon, c'est parce que j'avais promis de venir vous chercher et que je n'ai pas tenu parole. Elle m'a attendu plus d'1 an. Je sais, elle me l'a raconté quand j'ai grandi. Elle a dit du mal de moi ? Jamais. Elle disait seulement que les gens choisissent parfois des chemins différents et que cela ne signifie pas qu'ils n'ont pas vraiment aimé. Ta mère a toujours été sage. Elle l'était. Elle est décédée il y a 3 ans. La nouvelle frappa Jean-Pierre comme un coup de poing dans l'estomac. Sophie avait été le grand amour de sa jeunesse, et savoir qu'elle était partie sans qu'il puisse demander pardon ouvrit une nouvelle blessure dans son cœur déjà déchiré. « Je suis désolé, Léa, vraiment désolé. Elle est tombée malade et nous n'avions pas d'argent pour le traitement. C'est pour cela que j'ai commencé à falsifier des documents. D'abord pour obtenir du travail sans visa, ensuite pour aider d'autres personnes dans la même situation. Pourquoi ne m'as-tu pas cherché avant, si j'avais su? Parce que je n'étais pas sûr que ce soit toi. Je ne connaissais que le nom de JP, je savais que tu étais avocat, que tu travaillais à Marseille. Mais il y avait beaucoup d'avocats, avec des noms similaires. Il m'a fallu des années pour découvrir ton nom complet. Et quand l'as-tu découvert? Il y a 6 mois. J'ai vu une photo de toi dans une revue juridique. J'ai reconnu tes yeux immédiatement. Mais tu étais déjà à Paris, déjà juge. Tu paraissais inaccessible. C'est pour cela que tu es venu à Paris? Oui, je suis venu pour essayer de te trouver. Mais je me suis retrouvé avec les mauvaises personnes, à faire les mauvaises choses. Quand j'ai enfin réussi à découvrir où tu travaillais, j'avais déjà des ennuis avec la justice. Maître Lambert, qui était resté silencieux, intervint enfin. « Léa, je pense que tu devrais dire à ton père la véritable raison pour laquelle tu falsifiais les documents. » Léa hésita. C'était la partie de son histoire qui lui faisait le plus mal. Mais elle savait que Jean-Pierre méritait de connaître toute la vérité. « Je ne falsifiais pas des documents pour l'argent. Je falsifiais pour réunir des familles. Quand j'ai vu des enfants séparés de leurs parents à cause de problèmes de papier, quand j'ai vu des gens expulsés vers des pays où ils n'avaient jamais vécu, je me suis reconnu en eux. » Continue. «
Il y avait une fille, Chloé, de 8 ans. Ses parents avaient été expulsés vers la Bolivie, mais elle était née ici. Elle vivait dans la rue parce qu'elle n'avait pas de documents prouvant sa nationalité. J'ai créé un acte de naissance pour elle. Et ensuite, il y a eu d'autres cas. Un père qui ne pouvait pas rendre visite à son fils parce qu'il avait perdu ses papiers dans un incendie. Une mère qui ne pouvait pas travailler légalement et qui mourait de faim avec ses enfants. Toujours des cas de famille détruites par des problèmes bureaucratiques. Jean-Pierre écoutait attentivement, reconnaissant chez sa fille une sensibilité sociale qu'il avait perdue au fil des années, concentrée uniquement sur sa carrière. Combien de personnes as-tu aidé? 43 familles. Je gardais les noms de toutes. Je n'ai jamais rien fait payer. En fait, je dépensais mon propre argent pour obtenir les matériaux nécessaires. Comment as-tu appris à faire des documents aussi bien faits? À la prison de Marseille, j'ai rencontré un homme de 60 ans appelé Gérard. Il avait été un faussaire professionnel, mais il essayait de changer de vie. Quand il a su que je voulais aider des familles, il m'a appris quelques techniques de base. Et tu n'as jamais pensé à chercher une aide légale? Des avocats? Des organisations de droits humains? Si, j'ai cherché. Mais les procédures étaient lentes, chères, et souvent les gens ne pouvaient pas attendre. Un enfant qui meurt de faim ne peut pas attendre 6 mois pour une procédure bureaucratique. Jean-Pierre se leva et marcha jusqu'à la fenêtre de la petite pièce. Dehors, la vie de la ville continuait normalement, mais à l'intérieur de cette pièce, 2 vies étaient en train d'être reconstruites. Léa, tu sais que même avec tes bonnes intentions, falsifier des documents est un crime grave? Je sais, et j'en accepte les conséquences. Je voulais juste que ces familles aient une chance. Et maintenant, qu'est-ce que tu comptes faire? Je ne sais pas. Ça dépendra du verdict du nouveau juge, mais quoi qu'il m'arrive, je veux continuer à aider les gens. De façon légale, cette fois. Jean-Pierre se retourna pour faire face à sa fille. 20 ans de regrets avaient créé une dette impossible à rembourser, mais peut-être, juste peut-être, pourrait-il construire quelque chose de nouveau à partir des décombres du passé. Léa, j'aimerais te proposer quelque chose. Quoi? Et si nous travaillions ensemble pour aider ces familles, mais dans le cadre de la loi? Comment ça? Je connais des avocats spécialisés en droit de l'immigration. Je connais des organisations qui travaillent sur les documents des réfugiés. Je connais des juges sensibles au cas de regroupement familial. Nous pouvons créer un réseau de soutien juridique. Léa regarda son père avec un mélange d'espoir et de méfiance. C'était exactement ce qu'elle avait toujours voulu faire, mais son expérience des promesses non tenues la rendait prudente. Pourquoi ferais-tu cela? Parce que c'est la seule façon que je vois de commencer à compenser 20 ans d'absence, parce que c'est la seule façon d'honorer la mémoire de ta mère, et parce que c'est la bonne chose à faire. Et si je suis condamné à la prison? Alors je t'attendrai à ta sortie, et quand tu sortiras, nous serons prêts à commencer. Chers auditeurs, si vous aimez l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et surtout de vous abonner à la chaîne, cela nous aide beaucoup, nous qui débutons. Maintenant, continuons. Maître Lambert observait la conversation entre le père et la fille avec émotion. En 40 ans de barreau, il avait été témoin de nombreuses réconciliations, mais aucune aussi improbable et touchante que celle-ci. « Léa, dit-il, je pense que vous avez besoin de temps pour digérer tout cela. Le procès sera reporté dans 2 semaines. Cela nous donne du temps pour préparer une défense plus solide en tenant compte de toutes ces nouvelles informations. Maître Lambert, dit Jean-Pierre, j'aimerais contribuer à la défense de Léa, mais elle a déjà dit clairement qu'elle ne voulait pas de mon argent. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire? En fait, oui. Vous pourriez témoigner en tant que témoin de moralité. Votre position de juge respecté pourrait influencer positivement le nouveau magistrat. Je le ferai. Mais je veux que ce soit clair, je n'essaie pas d'utiliser mon influence de manière inappropriée. Je témoignerai seulement de ce que je sais de Léa en tant que personne. Léa interrompit. « Papa ?» Le mot est sorti naturellement et tous les 3 en furent surpris. « Désolé, je voulais dire Jean-Pierre. Tu peux m'appeler Père, Léa, si tu veux. Père, j'ai besoin de temps pour comprendre tout cela. Passer 20 ans à imaginer une rencontre avec toi, et quand elle arrive enfin c'est dans un tribunal avec toi comme juge, c'est beaucoup à assimiler. Je comprends parfaitement. Rien ne presse. Mais j'aimerais en savoir plus sur toi.
sur qui tu es devenu pendant ces 20 ans. Et moi, j'aimerais en savoir plus sur toi aussi, sur toutes les choses que j'ai perdues en n'étant pas présent. Maître Lambert sourit. Je crois que vous avez beaucoup à vous dire. Que diriez-vous de fixer une réunion la semaine prochaine pour discuter de la stratégie de défense? Cela vous donnera le temps de mieux vous connaître. Ils acceptèrent la proposition. Jean-Pierre proposa d'accompagner Léa jusqu'à la sortie du tribunal, mais elle préféra y aller seule, ayant encore besoin de digérer tout ce qui s'était passé. « Léa » appela Jean-Pierre alors qu'elle était déjà à la porte. « Oui ? Merci de me donner une chance de m'expliquer. Merci d'avoir enfin expliqué. » Ce soir-là, Jean-Pierre resta tard dans son bureau, repensant aux événements de la journée. Il appela son ex-épouse Isabelle, qu'il avait toujours encouragée à rechercher Léa, et lui raconta la rencontre inattendue. « Jean-Pierre, dit Isabelle à l'autre bout du fil, c'est la chance que tu attendais depuis 20 ans. Ne la gâche pas encore une fois. » « Je sais, mais j'ai peur de lui faire du mal à nouveau. Alors ne lui fais pas de mal. Sois le père que tu aurais dû être il y a 20 ans. » Léa, de son côté, retourna au petit appartement qu'elle partageait avec 2 autres immigrés dans le quartier de Belleville. Elles remarquèrent que quelque chose avait changé en elle, mais Léa n'était pas encore prête à raconter son histoire. Pendant la semaine suivante, père et fille se rencontrèrent 3 fois. D'abord dans un café près du tribunal, où ils parlèrent pendant 4 heures des années perdues. Jean-Pierre raconta sa carrière, ses regrets, ses relations ratées. Léa parla de sa vie au Japon, en Chine, en Corée, de la façon dont elle avait appris chaque langue, des difficultés qu'elle avait rencontrées. Lors de la 2e rencontre, Jean-Pierre emmena Léa au parc zoologique de Paris. C'était une tentative de recréer les bons souvenirs qu'ils avaient tous deux de Marseille. Léa fut émue de voir son père choisir les mêmes types d'animaux à visiter, faisant les mêmes commentaires amusants dont elle se souvenait vaguement de l'enfance. Lors de la 3e rencontre, Léa emmena Jean-Pierre rencontrer certaines des familles qu'elle avait aidées avec les faux documents. Il fut impressionné de voir comment ces personnes la traitaient comme une fille, combien elles étaient reconnaissantes pour l'aide reçue. « Léa, dit-il après avoir rencontré la famille de Chloé, la petite fille bolivienne, je comprends maintenant pourquoi tu as fait ce que tu as fait. Tu comprends? Ces personnes n'avaient pas d'autre choix. Le système les a abandonnées, tout comme je t'ai abandonné. Ce n'est pas la même chose, père. Si, c'est pareil. Quand les institutions qui devraient protéger échouent, les gens doivent trouver d'autres moyens de survivre. Pendant ces rencontres, ils découvrirent qu'ils avaient plus de similitudes qu'ils ne l'imaginaient. Tous deux aimaient les livres d'histoire. Tous deux avaient l'habitude de faire des listes mentales quand ils étaient nerveux. Tous deux étaient têtus et déterminés quand ils croyaient en une cause. Jean-Pierre découvrit que Léa avait étudié le droit par correspondance pendant ses années à l'étranger, toujours avec l'espoir de pouvoir travailler légalement en France à son retour. Elle en savait beaucoup sur la législation de l'immigration et les droits de l'homme. Léa découvrit que son père avait passé les 10 dernières années à faire du bénévolat le week-end, aidant les personnes défavorisées avec des questions juridiques de base. C'était comme si tous deux avaient développé le même sens de la justice sociale, chacun à sa manière. Lorsque le jour du nouveau procès arriva, tous deux étaient mieux préparés émotionnellement à affronter la situation. Le nouveau juge désigné fut le juge Philippe Gauthier, connu pour sa sensibilité aux affaires sociales. L'accusation maintint ses charges, mais Maître Lambert avait préparé une défense solide, fondée sur le caractère humanitaire des actions de Léa et sur les circonstances personnelles qui l'avaient conduite à commettre les crimes. Jean-Pierre déposa comme témoin de moralité, racontant tout ce qu'il avait découvert sur sa fille au cours des 2 dernières semaines. Son témoignage fut émouvant et honnête, sans chercher à minimiser la gravité des crimes, mais en contextualisant les motivations derrière ceux-ci. « Votre honneur, dit Jean-Pierre, Léa a commis des crimes graves, c'est indéniable, mais elle les a commis par un sens de la justice que notre société échoue souvent à offrir. Elle a vu des enfants souffrir de la faim pendant qu'ils attendaient des procédures bureaucratiques qui pouvaient durer des années. Et cela justifie-t-il la falsification de documents ? Demanda le juge Philippe. Cela ne justifie pas légalement, mais explique humainement. Léa a choisi d'aider des personnes en situation de vulnérabilité
parce qu'elle-même avait traversé cette situation. Elle a transformé sa douleur personnelle en compassion pour les autres. Le témoignage de M. Arthur fut également essentiel. Le vieil homme japonais raconta comment Léa était arrivée chez lui à l'âge de 15 ans, parlant à peine français, mais avec une détermination impressionnante de reconstruire sa vie. Elle travaillait le jour, étudiait le soir et le week-end. Elle aidait d'autres immigrés qui arrivaient dans notre communauté, rapporta M. Arthur. Léa n'a jamais rien demandé à personne, mais elle offrait toujours son aide à ceux qui en avaient besoin. Plusieurs des familles bénéficiaires des documents de Léa vinrent aussi au tribunal témoigner en sa faveur. Chloé, la petite Bolivienne qui avait maintenant 12 ans, demanda à parler directement au juge. « Monsieur le juge, » dit l'enfant d'une voix ferme, « sans Léa, je serais encore dans la rue aujourd'hui. Mes parents ont été expulsés quand j'avais 8 ans, mais je suis née ici. Léa m'a donné les papiers qui prouvaient que je suis française. »« Et maintenant, où habitez-vous » demanda le juge Philippe. « Dans une famille qui m'a adopté légalement. Mais ils n'ont pu m'adopter que parce que j'avais les documents que Léa a faits. » Le témoignage le plus marquant vint de Madame Françoise, une dame vénézuélienne de 65 ans qui était arrivée en France fuyant la crise économique dans son pays. « Votre honneur, » dit Madame Françoise les larmes aux yeux, « je suis arrivée ici sans rien. Mon mari était décédé et mes enfants étaient dispersés dans d'autres pays. Léa m'a donné les documents qui m'ont permis de travailler légalement et de faire venir mes petits-enfants ici. »« Saviez-vous que les documents étaient falsifiés ?» demanda la procureure Catherine. « Oui, je le savais. Et je sais que c'était mal. Mais mes petits-enfants mourraient de faim au Venezuela. Parfois, il faut choisir entre la loi et la vie. Et aujourd'hui, quelle est votre situation? Aujourd'hui, j'ai un travail fixe. Mes petits-enfants étudient et nous sommes en règle. Nous avons pu régulariser tout cela grâce à un programme gouvernemental que Léa nous a aidés à trouver. » Le juge Philippe écouta tous les témoignages avec attention. Il était clair que Léa avait commis des crimes, mais il était aussi clair que ses motivations étaient authentiquement humanitaires. Lors de sa dernière déposition, Léa se montra sereine et assuma l'entière responsabilité de ses actes. « Votre honneur, je savais que je commettais des crimes. Je ne vais pas plaider l'ignorance ni tenter de minimiser mes actes. J'ai falsifié des documents officiels, et c'est grave. Pourquoi avez-vous fait cela, en connaissant les conséquences? Parce que j'ai cru qu'il y avait des situations où aider un enfant à ne pas avoir faim était plus important que de suivre la bureaucratie. Peut-être avais-je tort, mais sur le moment, ça semblait la seule option. Et si vous étiez libéré aujourd'hui, referiez-vous la même chose? » Léa réfléchit soigneusement avant de répondre. « Pas de la même manière. Maintenant, je sais qu'il existe des moyens légaux pour aider ces personnes. Mon père m'a montré des organisations qui travaillent sur ces cas dans le cadre de la loi. »« Votre père ?»« Monsieur Jean-Pierre Bertrand, qui a témoigné ici aujourd'hui. Nous nous sommes retrouvés après 20 ans de séparation lors de mon premier procès. Et cela a changé votre perspective? » « Tout a changé. Cela m'a fait comprendre que je peux utiliser mes connaissances linguistiques et mon expérience pour aider les gens de manière légale. Je peux travailler comme traductrice dans des organisations humanitaires, aider les immigrés à comprendre leurs droits, être un pont entre les cultures sans enfreindre la loi. Le juge Philippe Gauthier s'est retiré pour délibérer. 2 heures plus tard, il est revenu avec son jugement. L'accusée Léa Lefebvre a commis des crimes graves contre la foi publique. La falsification de documents est un délit qui ne peut être toléré, quelles que soient les motivations. Léa baissa la tête, se préparant au pire. Cependant, continua le juge, les circonstances spécifiques de cette affaire, le caractère humanitaire des actions de l'accusé, sa collaboration totale avec la justice et l'impact positif avéré de ses actions sur la vie de dizaines de familles m'amènent à prononcer une peine alternative. Léa releva les yeux, surprise. Je condamne Léa Lefebvre à 2 ans de travaux d'intérêt général en tant que traductrice et assistante dans des organisations qui aident les immigrés et les réfugiés. De plus, je lui ordonne de se présenter mensuellement à la justice pendant cette période. En outre, poursuivit le juge, je recommande que l'accusée soit embauchée par une organisation officielle afin qu'elle puisse utiliser ses connaissances linguistiques
et son expérience de manière constructive et légale. Léa se leva encore en train de digérer la sentence. Elle n'irait pas en prison, mais elle devrait prouver qu'elle pouvait canaliser sa volonté d'aider les autres de manière appropriée. « Léa, » dit le juge Philippe Gauthier, « votre affaire m'a appris quelque chose d'important. Parfois, les gens enfreignent la loi non par méchanceté, mais parce que le système a d'abord échoué. J'espère que vous utiliserez cette seconde chance pour montrer qu'il est possible de faire la différence en suivant le bon chemin. » « Merci beaucoup, monsieur le juge. Je promets de ne pas gaspiller cette opportunité. » Jean-Pierre, qui avait suivi toute l'audience depuis la galerie, s'approcha de sa fille dès qu'elle sortit de la salle d'audience. « Comment te sens-tu » ? Soulagée, reconnaissante et déterminée à prouver que je mérite cette seconde chance. Et à propos de notre conversation de la semaine dernière, travailler ensemble ? Léa sourit. Je pense que nous avons maintenant une véritable opportunité de le faire. Dans les semaines qui suivirent, Jean-Pierre utilisa ses contacts pour obtenir un poste pour Léa dans une organisation non gouvernementale qui travaillait sur les droits des réfugiés. Elle serait traductrice officielle et aiderait aussi les familles à comprendre les procédures juridiques de documentation. Le travail était parfait pour Léa. Elle pouvait utiliser ses 11 langues, aider des personnes dans des situations similaires à celles qu'elle avait elle-même vécues, et le faire dans le cadre de la légalité. Jean-Pierre, de son côté, commença à consacrer plus de temps au bénévolat. Il créa un programme où des avocats expérimentés proposaient des consultations gratuites pour les cas de documentation et de regroupement familial. Père et fille commencèrent à travailler ensemble sur des dossiers complexes où l'expertise juridique de Jean-Pierre se combinait aux connaissances linguistiques et culturelles de Léa. Le premier cas qu'ils résolurent ensemble fut celui d'une famille syrienne arrivée en France en tant que réfugiée. Le père ne parlait que l'arabe, la mère parlait arabe et français, et les enfants parlaient arabe et anglais. Ils devaient régulariser leur situation, mais n'arrivaient pas à comprendre les procédures bureaucratiques. Léa servit de traductrice et de guide culturel, expliquant non seulement les mots, mais aussi les concepts juridiques et sociaux français. Jean-Pierre a donné des conseils sur les aspects juridiques et a suivi tout le processus de documentation. En 3 mois, la famille syrienne était complètement régularisée et les enfants étaient inscrits à l'école. Ce fut le premier de nombreux cas que le père et la fille résoudraient ensemble. Pendant cette période, la relation entre Léa et Jean-Pierre s'est également consolidée. Ils maintenaient un dîner hebdomadaire, toujours le jeudi, où ils parlèrent du travail mais aussi de leur vie personnelle. Jean-Pierre raconta ses échecs amoureux, comment sa culpabilité envers Léa avait saboté toutes ses tentatives de fonder une nouvelle famille. Léa parla des pays où elle avait vécu, des personnes qui l'avaient aidée, des moments difficiles et des moments de joie. Graduellement, ils construisirent une nouvelle dynamique de relation. Ce n'était plus le jeune père et la petite fille d'il y a 20 ans, mais 2 adultes qui partageaient le sang, l'histoire et désormais aussi une mission commune. Léa n'appela jamais Jean-Pierre papa, comme elle le faisait dans son enfance, mais le père qu'elle employait portait une affection sincère. Jean-Pierre n'essaya jamais de rattraper le temps perdu, mais il investit dans la construction d'un avenir solide avec sa fille. 6 mois après le jugement, ils avaient aidé plus d'une centaine de familles à résoudre des questions de papier. L'organisation où travaillait Léa fut reconnue par le gouvernement fédéral comme modèle d'accueil des immigrés. Jean-Pierre décida de prendre sa retraite anticipée pour se consacrer entièrement au travail social. À 64 ans, il sentait qu'il avait enfin trouvé le but qu'il avait perdu lorsqu'il avait abandonné Léa. « Mon père, » dit Léa lors d'un de leurs dîners du jeudi, « j'ai une proposition à vous faire. » « Quel genre de proposition ? Et si nous créions notre propre organisation, quelque chose de spécifiquement axé sur la réunification familiale internationale ? Jean-Pierre s'arrêta de manger et regarda attentivement sa fille. « Tu parles sérieusement ? » ?»« Tout à fait. Nous avons des compétences complémentaires. Nous avons l'expérience, nous avons les contacts. Et surtout, nous avons la motivation personnelle. Ce serait un travail difficile. Les cas de réunification familiale sont complexes, impliquent plusieurs pays, plusieurs législations. Je sais. Mais je sais aussi qu'il y a beaucoup de familles séparées qui ont besoin d'une aide spécialisée. Des familles comme la nôtre l'a été un jour. Jean-Pierre tendit la main par-dessus la table et toucha la main de sa fille. Léa,
Ce serait un honneur de travailler avec toi sur ce projet. » Ils passèrent les mois suivants à planifier la nouvelle organisation. Ils décidèrent de l'appeler Ponts familiaux, une référence à la fois au pont que Léa avait construit entre les cultures à travers les langues et au pont qu'eux-mêmes avaient reconstruit entre eux. L'organisation offrirait des services gratuits de localisation de proches séparés, des conseils juridiques pour les démarches de réunification, une traduction spécialisée des documents familiaux et un suivi psychologique pour les personnes ayant perdu contact avec leur famille. Pour financer le projet, Jean-Pierre utilisa ses économies de retraite et Léa organisa des événements de collecte de fonds dans la communauté immigrée où elle était bien connue. Le premier bureau des Ponts familiaux fut ouvert dans le quartier de Belleville, au cœur de la communauté asiatique de Paris. C'était un petit espace, mais fonctionnel, avec une salle de consultation, une salle de traduction et une petite archive pour les documents. Le jour de l'inauguration, toutes les familles que Léa avait aidées au fil des ans étaient présentes, ainsi que des collègues de Jean-Pierre du milieu judiciaire, des membres de la communauté immigrée et des représentants d'autres organisations humanitaires. Madame Françoise, la dame vénézuélienne, fit un discours émouvant. Léa et Monsieur Jean-Pierre représentent le meilleur de l'humanité. Ils ont transformé leur propre douleur en instrument de guérison pour d'autres familles. Chloé, la jeune fille bolivienne qui avait maintenant 13 ans, prit aussi la parole. Léa m'a appris que la famille, ce n'est pas seulement ceux qui naissent ensemble, mais aussi ceux qu'on choisit de garder à ses côtés. Elle et son père ont choisi de rester ensemble et ont aussi choisi de nous aider. La première affaire officielle des Ponts familiaux concernait une vieille dame chinoise de 80 ans qui avait perdu contact avec son fils pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle savait seulement qu'il avait émigré en France dans les années 1950, mais n'avait aucune information sur son lieu de résidence actuel. Léa utilisa ses contacts dans la communauté chinoise et ses compétences linguistiques pour retrouver d'anciens registres d'immigration. Jean-Pierre utilisa ses contacts dans le système judiciaire pour accéder aux archives historiques. Après 3 mois d'enquête, ils découvrirent que le fils de la vieille dame avait déménagé dans l'intérieur de Paris, s'était marié avec une Française et avait 5 enfants. Il avait alors 75 ans et cherchait aussi sa mère. Les retrouvailles eurent lieu au bureau des Ponts familiaux, sous la médiation de Léa qui servit d'interprète. Mère et fils s'étreignirent en pleurant, entourés de petits-enfants qui n'avaient jamais connu leur grand-mère chinoise. « C'est ça, » dit Jean-Pierre à Léa, après le départ de la famille. « C'est pour ça que nous sommes ici. »« Pour réunir les gens qui se sont perdus en chemin, » compléta Léa, « comme nous nous sommes perdus et retrouvés. » À la fin de la première année d'activité des Ponts familiaux, ils avaient réuni 17 familles séparées, aidé plus de 200 personnes avec des questions de documents et formé d'autres professionnels à reproduire leur modèle d'accompagnement dans d'autres villes. Léa avait accompli sa période de travaux d'intérêt général avec distinction et était désormais reconnue comme experte en droit des immigrés. Elle donnait des conférences dans les universités sur l'importance de l'inclusion sociale et sur les défis rencontrés par les personnes qui grandissent entre cultures. Jean-Pierre trouva dans les Ponts familiaux l'épanouissement professionnel qu'il avait perdu ces dernières années de carrière en tant que juge. Il sentait qu'il utilisait enfin ses connaissances juridiques pour des causes qui comptaient vraiment. La relation entre père et fille avait également mûri. Il n'essayait pas de recréer l'enfance perdue, mais avait construit un partenariat adulte fondé sur le respect mutuel, des objectifs communs et un amour sincère. Léa habitait toujours dans son petit appartement de Belleville, mais désormais elle dînait chez Jean-Pierre tous les dimanches. Il avait appris à cuisiner quelques plats japonais en hommage à la mémoire de Sophie et à l'héritage culturel de sa fille. Jean-Pierre s'était aussi mis à étudier le japonais via des applications et des cours en ligne. Sa prononciation était épouvantable, mais Léa appréciait l'effort et le corrigeait toujours avec patience et tendresse. Un dimanche soir, après un dîner particulièrement réussi de coq au vin, Léa posa une question qui lui brûlait les lèvres depuis des mois. « Papa, est-ce que tu ressens encore de la culpabilité pour ces 20 années ?» Jean-Pierre cessa de faire la vaisselle et se retourna pour faire face à sa fille. « Tous les jours. Mais la culpabilité a diminué ?»« Oui, pas parce que ce que j'ai fait est devenu moins grave, mais parce que je sais maintenant que je fais quelque chose pour compenser. Tu sais que tu n'as rien à compenser avec moi, hein? Je t'ai déjà pardonné. Je sais. Mais j'ai besoin de compenser avec moi-même.
J'ai besoin de me prouver que je peux être le père que j'aurais dû être il y a 20 ans. Léa s'approcha et enlaça Jean-Pierre par derrière, tandis qu'il finissait de laver les assiettes. « Papa, tu es déjà le père dont j'ai besoin maintenant. N'essaie pas d'être le père dont j'avais besoin à 5 ans. Essaie d'être le père dont ta fille adulte a besoin aujourd'hui. Et de quel genre de père ta fille adulte a-t-elle besoin? Un père qui soit un partenaire, un ami, un conseiller, quand je lui demande conseil, une présence constante, sans être envahissant. Un père qui me laisse aussi prendre soin de lui, de temps en temps. » Jean-Pierre se tourna dans les bras de sa fille et la serra contre lui. « Je crois que je peux être ce genre de père. Je sais que tu le peux. Tu l'es déjà. » 2 ans après l'inauguration des ponts familiaux, l'organisation s'était étendue à 3 villes, Paris, Lyon et Marseille. Léa coordonnait les opérations à Paris, tandis que Jean-Pierre supervisait la partie juridique de toutes les unités. Ils avaient développé un protocole innovant pour les cas de réunification familiale qui était étudié par des universités et reproduit par d'autres organisations en France et à l'étranger. Léa avait été invitée à intégrer un comité de l'ONU sur les droits des immigrés, reconnaissance de son expertise dans le domaine. Jean-Pierre avait reçu un hommage de l'Ordre des avocats de France pour le travail social qu'il menait. Mais pour eux deux, la plus grande réussite n'était pas les reconnaissances professionnelles. C'était le fait d'avoir réussi à transformer une histoire d'abandon et de séparation en une histoire de retrouvailles et de partage d'un but commun. Un jeudi après-midi, Léa reçut un appel qui allait à nouveau changer le cours de leur vie. C'était une organisation internationale des droits de l'homme, l'invitant à coordonner un projet de réunification familiale à l'échelle mondiale. Ce serait un travail de 3 ans, expliqua la personne à l'autre bout du fil. Vous voyageriez à travers le monde pour aider à établir des protocoles de réunification familiale dans les pays qui reçoivent de grands flux de réfugiés. Léa resta silencieuse un instant. C'était l'opportunité professionnelle de ses rêves, la chance d'utiliser ses compétences linguistiques et son expérience à l'échelle internationale. Mais cela signifierait aussi quitter la France, quitter les ponts familiaux, quitter son père qu'elle avait retrouvé depuis peu. Je peux avoir un peu de temps pour réfléchir, bien sûr, mais nous avons besoin d'une réponse dans 2 semaines. Ce soir-là, pendant le dîner du jeudi, Léa parla de la proposition à Jean-Pierre. Il écouta en silence, sans l'interrompre, mesurant les implications de cette opportunité. « C'est une chance unique, » dit-il quand elle eut fini d'expliquer. « Oui, mais cela signifie aussi laisser tout ce que nous avons construit ici. Léa, tu ne peux pas prendre de décision professionnelle en fonction de moi. Tu as déjà perdu trop d'années de ta vie à cause de mes mauvais choix. Ce n'est pas seulement à cause de toi, papa. C'est pour nous. C'est pour les ponts familiaux. C'est pour toutes les familles que nous allons encore aider. » Jean-Pierre se leva et alla à la fenêtre du salon. Dehors, la ville de Paris poursuivait son rythme effréné, indifférente aux dilemmes personnels qui se déroulaient dans les appartements et les maisons disséminés dans son immensité. « Léa, je peux te dire quelque chose. » « Bien sûr. Quand j'avais ton âge, j'ai reçu une proposition similaire. C'était pour travailler dans un cabinet d'avocats international. J'ai accepté sans réfléchir parce que je pensais que c'était la chance de ma vie. Et ça l'était? Professionnellement, oui. Personnellement, ça a été le début de la fin de ma famille. C'est à cause de ce travail que j'ai commencé à te négliger, toi et ta mère. » Léa s'approcha de son père. « Mais la situation est différente maintenant. »« Ah bon? Oui. Tu n'avais pas 22 ans quand tu as reçu cette proposition. J'en ai 24. Tu ne savais pas qui tu étais ni ce que tu voulais dans la vie. Moi, je sais exactement qui je suis et ce que je veux. Et qu'est-ce que tu veux? Je veux faire la différence dans la vie des familles séparées. Je veux utiliser mes langues pour connecter les gens. Et je veux t'avoir comme partenaire dans cette mission. » Jean-Pierre se tourna pour faire face à sa fille. « Alors, quel est le dilemme? » « Le dilemme, c'est que je peux faire tout ça ici en France, avec toi, ou je peux le faire à l'échelle mondiale, mais seul. Qui a dit que tu serais seul? » Léa ne comprit pas la question. « Comment ça? »« Léa, j'ai 66 ans. Je suis à la retraite. Je n'ai pas d'autres responsabilités à part les ponts familiaux. Si tu acceptes cette proposition, je peux venir avec toi. Papa, tu laisserais tout ici pour m'accompagner. J'ai tout quitté une fois pour poursuivre une ambition égoïste. Pourquoi ne quitterais-je pas tout maintenant pour soutenir ma fille dans une mission humanitaire? Mais les ponts familiaux, ils peuvent continuer à fonctionner sous la supervision de Maître Lambert et de l'équipe que nous avons formée.
Et quand nous reviendrons dans 3 ans, nous aurons une expérience internationale pour étendre encore plus le travail. » Léa regarda son père, les larmes aux yeux. 24 ans après avoir été abandonné par lui, Jean-Pierre offrait de l'accompagner dans un voyage qui les éloignerait de tout ce qui était familier et sûr. « Tu ferais vraiment ça ?»« Léa, j'ai passé 20 ans à fuir mes responsabilités de père. Maintenant, je veux passer le reste de ma vie à rattraper cela. Si cela signifie voyager à travers le monde pour aider d'autres familles à se retrouver, alors c'est ce que nous ferons. Et si ça tourne mal? Et si nous n'arrivons pas à travailler ensemble en dehors de la France? Alors au moins nous aurons essayé. Et au moins nous aurons essayé ensemble. » Léa serra son père dans ses bras. « Je t'aime, papa. Moi aussi je t'aime, ma fille. Et cette fois, je promets que je serai présent pour chaque moment important de ta vie. Tu n'as plus besoin de faire des promesses. Tu dois juste continuer à être qui tu es maintenant. Alors c'est décidé? On accepte la proposition ?» On accepte la proposition. Le lendemain matin, Léa appela l'organisation internationale et accepta l'invitation, à condition que son père puisse l'accompagner en tant que conseiller juridique bénévole. L'organisation fut même plus intéressée par l'inclusion de Jean-Pierre, grâce à son expérience du système judiciaire français. Fin de l'histoire. Alors qu'avez-vous pensé de cette histoire de retrouvailles entre un père et sa fille? Léa a-t-elle pris la bonne décision en acceptant de travailler à l'international avec son père? Croyez-vous qu'il est possible de reconstruire des liens familiaux après tant d'années de séparation? Dites-nous dans les commentaires quelle partie de l'histoire vous a le plus ému et d'où vous regardez. Votre avis est très important pour nous. N'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires émouvantes comme celle-ci.